Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les concepts clés de la cybersécurité. On va essayer de clarifier un peu comment on contrôle les accès, comment on protège nos systèmes. Pour ça, on se base sur des documents assez pointus sur le contrôle d'accès et la sécurité système. Notre but? Extraire l'essentiel, quoi. Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de comprendre la logique derrière tout ça. Ce sont des mécanismes souvent un peu abstraits, mais vitaux. Et le contrôle d'accès, c'est une très bonne porte d'entrée. La question simple, qui peut faire quoi? Exactement. Et on entend beaucoup parler de RBAC, le contrôle d'accès basé sur les rôles. Ça paraît logique, hein? On donne les clés selon le métier, mais c'est quoi les vrais plus? Et peut-être les bémols. Alors, le gros avantage du RBAC, c'est clair, c'est la simplification. Surtout dans les grandes boîtes. Plutôt que gérer les droits pour chaque personne, hop, on attribue un rôle genre comptable, développeur, RH. Et les gens héritent des droits de leur rôle. C'est plus simple, plus cohérent, moins d'erreurs. Bon, la limite, évidemment, c'est qu'il faut des rôles bien nets. Si quelqu'un fait plein de trucs différents, ça se complique un peu. D'accord. Donc c'est structuré, mais ça demande une bonne définition des fonctions en interne. Et par rapport au DAC et au MAC, on a l'impression qu'il y a une sorte de balance entre laisser faire et tout verrouiller. C'est tout à fait ça. Le DAC, le contrôle d'accès discrétionnaire, c'est la souplesse avant tout. C'est le propriétaire du fichier qui décide. Simple, pratique pour son ordi perso, mais en entreprise, c'est un peu risqué. Et à l'opposé, t'as le MAC, contrôle d'accès obligatoire. Là, c'est Fort Knox, des règles de sécurité globales définies par l'admin qui s'appliquent à tout le monde sans discussion. C'est très très sûr, mais rigide. On trouve ça dans le militaire, certaines banques, là où la sécurité est reine. Le RBAC, il navigue un peu entre les deux. Je vois, c'est un curseur entre la confiance perso et la règle absolue du système. Et ça m'amène à ce concept dont on parle partout, le Zero Trust. Simple buzzword ou vrai changement de fond? Ah non, c'est un vrai changement de paradigme. Le principe ne jamais faire confiance, toujours vérifier, ça change tout par rapport à l'ancienne vision du périmètre sécurisé. Avant, grosso modo, si on était connecté au réseau de l'entreprise, on était considéré comme fiable. Le Zero Trust lui dit non. Chaque utilisateur, chaque appareil, chaque flux réseau, qu'il vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, doit prouver qui il est et qu'il a le droit d'accéder. Et ça, à chaque fois qu'il demande une ressource. Ça veut dire authentification forte, vérification continue. D'accord. Donc même un employé au bureau doit constamment montrer patte blanche, en quelque sorte. Et pour gérer les frontières, on a la fameuse DMZ, zone démilitarisée. Le nom fait un peu peur. Oui, l'image militaire est assez juste. La DMZ, c'est une zone tampon. Un espace isolé, contrôlé, entre le réseau interne, qu'on veut super protéger, et l'extérieur. Internet potentiellement hostile. On y met quoi? Typiquement, les services qui doivent être visibles de l'extérieur. Le serveur web, le serveur mail. Et l'intérêt stratégique, c'est de contenir une attaque, c'est ça? Si un serveur web dans la DMZ se fait pirater, Exactement. l'attaquant n'est pas directement dans le salon, si on veut. Il est dans le sas d'entrée. Ça limite les dégâts potentiels sur le cœur du réseau interne. C'est une barrière de plus. Logique. Passons maintenant à la sécurité vraiment au cœur des systèmes, des données. La cryptographie asymétrique. Pourquoi c'est si fondamental? Son génie, c'est cette histoire de paire de clés. Deux clés, liées mathématiquement, une publique qu'on peut donner à tout le monde pour chiffrer un message ou vérifier une signature, et une privée qu'on garde précieusement secrète pour déchiffrer ou pour signer. Ça permet d'échanger des infos de manière sûre sans avoir partagé un code secret avant. C'est crucial pour s'assurer de qui parle et que le message n'a pas été modifié. Pensez aux emails sécurisés, aux cadenas HTTPS sur des sites web, c'est ça derrière. Et côté matériel, on parle du TPM, le Trusted Platform Module. C'est quoi son rôle concrètement? Alors le TPM situe une puce, une vraie puce soudée sur la carte mère dédiée à la sécurité. C'est un peu un coffre-fort matériel dans l'ordi. Elle protège les secrets, genre les clés qui chiffrent les disques durs, contre les attaques logicielles et même certaines attaques physiques. Elle peut aussi vérifier au démarrage que rien n'a été modifié dans le système. C'est ce qu'on appelle une racine de confiance matérielle. D'accord. Mais même avec tout ça, les failles existent. Les documents parlent de buffer overflow, escalade de privilèges, déni de service. Qu'est-ce qui fait que ces trucs-là reviennent toujours? Ce sont des vulnérabilités assez fondamentales liées à la manière dont les logiciels sont faits ou interagissent.
Le buffer overflow, c'est une mauvaise gestion de la mémoire qui permet d'exécuter du code pirate. L'escalade de privilèges, c'est quand un attaquant avec peu de droits arrive à en obtenir plus, parfois jusqu'à devenir admin. Et le déni de service, c'est simple, inonder un service pour qu'il ne réponde plus. Ça persiste parce que les systèmes sont hyper complexes, toujours plus connectés, et les attaquants, ils sont malins et trouvent toujours de nouvelles failles. Plus le réseau grandit, plus il y a de portes d'entrée possibles. D'où l'idée d'avoir des systèmes d'exploitation conçus dès le départ pour être de confiance. C'est quoi les bases de ça? Les sources insistent sur 3 points clés. Un contrôle d'accès très strict, idéalement du type MAC, obligatoire. Une auditabilité totale, il faut pouvoir tracer qui a fait quoi, quand. Et puis, évidemment, le chiffrement des données importantes, qu'elles soient stockées ou en transit. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui construit la confiance. Ok, donc si on essaie de résumer, pour une cyberstratégie solide, il faut un mix de contrôle d'accès bien pensé, RBAC, MAC, selon le besoin, des architectures de défense comme le Zero Trust et la DMZ, une cryptographie forte comme la symétrique et une sécurité matérielle avec le TPM. Le tout reposant sur des systèmes qui tracent tout et protègent les données. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est une très bonne synthèse des concepts essentiels qu'on a abordés. Et pour aller un peu plus loin, une question à méditer. Imaginons qu'un pirate vole les identifiants d'un employé. Comment une architecture Zero Trust, qui, on l'a dit, vérifie chaque accès, peu importe d'où il vient, pourrait bloquer ce pirate alors qu'un modèle plus classique, qui fait confiance au réseau interne, l'aurait peut-être laissé entrer sans problème?